Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau midi de l'IREMO, qui sera le dernier midi de l'année, puisque ensuite c'est les vacances pour tout le monde, pour nous y compris. Alors c'est un midi qui est dédié aujourd'hui à la présentation d'un ouvrage qui s'appelle Moyen-Orient, idées reçues sur une région fracturée, qui a été publié donc, cette année aux éditions du Cavalier Bleu. C'est un ouvrage qui est une deuxième édition revue. La première édition a été publiée en janvier 2019, si je ne m'abuse. Tu le sais bien, moi je ne le savais pas. Mais et alors on a beaucoup de chance parce que du coup j'ai les deux auteurs de cet ouvrage avec moi pour en parler aujourd'hui. Donc il s'agit de Jean-Paul Chagnolot et de Pierre Blanc. Je pense que vous les connaissez toutes et tous, mais on va quand même vous faire une petite présentation parce que leurs bios sont quand même très intéressantes, ils font plein de choses dans la vie. Jean-Paul Chagnolot, tu es donc professeur émérite des universités, tu es président de l'IREMO, tu es directeur de la revue Confluence Méditerranée, tu es auteur de nombreux ouvrages et articles sur les relations internationales, sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, dont notamment L'invention tragique du Moyen-Orient, coécrit avec Pierre Blanc. Dupont. Collection Autrement 2017. L'ouvrage Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, publié chez Actes Sud en 2017. Israël face à Israël, coécrit avec Pierre Blanc, chez Autrement en 2018. Proche-Orient, 7 ans de régression, 2012-2019, dans la bibliothèque de l'IREMO à l'Harmattan en 2019. Et Le rendez-vous manqué des peuples, de l'échec des révolutions populaires aux dérives populistes, chez Autrement, en 2022, avec... Nous avions rendez-vous. Avec Pierre Blanc. Voilà, donc ils écrivent beaucoup ensemble. Pierre Blanc, toi, tu es ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Tu es docteur en géopolitique. Tu es enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux. Tu es également professeur invité à l'USJ à Beyrouth, à Sciences Po Lyon, à l'ENA et au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Tu es rédacteur en chef de Confluence Méditerranée. Et tu diriges aussi la collection de la bibliothèque de l'IREMO. Et tu es l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les dynamiques de violence et leurs liens avec la question des ressources naturelles. Tu es notamment l'auteur de Proche-Orient, le pouvoir, la terre et l'eau, aux presses de Sciences Po en 2012, de L'invention tragique du Moyen-Orient avec Jean-Paul Chagnolot, Autrement en 2017, et de Terre, pouvoir et conflit, une agro-histoire du monde, aux presses de Sciences Po en 2018. Okay. Alors, donc ça c'était pour vos bios. Non, il n'y a pas de problème, c'est un téléphone qui sonne, ça arrive. Alors, vous proposez dans ce livre une analyse critique des représentations du Moyen-Orient. C'est une analyse que vous avez structurée autour de 16 idées reçues, que vous avez divisées donc en... Allez-y, non, il n'y a pas de... Que vous avez divisées en 3 grandes catégories. Donc, les 3 grandes catégories, c'est histoire, société et ressources, politique et géopolitique. Et donc, parmi ces idées reçues, donc, qui sont dans ce livre, on ne va pas toutes les voir et les passer en revue dans ce midi, on n'a pas le temps malheureusement, mais je vais au moins pouvoir vous les citer, il y en a 16. Donc, l'Empire ottoman a permis la coexistence de communautés très différentes, première idée reçue. Les accords Sykes-Picot ont reconfiguré le Moyen-Orient. Le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient. Ah bon, c'est pas vrai? Le Moyen-Orient est l'arène des guerres de l'eau. Les femmes n'ont aucun droit au Moyen-Orient. La démocratie n'est pas possible au Moyen-Orient. L'islamisme politique et violent est le vrai visage de l'islam. Le Liban est un modèle de coexistence. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Il faut protéger les chrétiens d'Orient. Le conflit israélo-palestinien est un conflit religieux. Chiites et sunnites sont irréconciliables. Le Moyen-Orient est un foyer du terrorisme. L'Occident fait le jeu. Il faut redessiner les frontières au Moyen-Orient. Et enfin, ma préférée, Israël-Palestine, la solution à 2 États est morte. Et vous avez donc à la fin, effectivement, une annexe pour aller plus loin, avec une bibliographie. Alors, c'est un livre qui permet d'aborder de manière à la fois simple, synthétique et rigoureuse les questions et les thématiques fondamentales de la région, en proposant donc une analyse critique des représentations, des clichés et des idées reçues les plus couramment entendues et diffusées sur la région du Moyen-Orient, en tout cas dans le monde occidental, on en parlera après, de quelles idées reçues on parle. L'idée, c'est donc de mettre à profit votre longue expérience de chercheur sur la région pour venir décortiquer ces clichés, déconstruire les arguments et les regards sur lesquels ils s'appuient et révéler leurs incohérences. Le but n'est d'ailleurs pas forcément de contredire à 100% chaque idée reçue présentée dans le livre, mais d'y apporter une indispensable nuance qui rend justice à une région complexe où rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Le but n'est pas non plus, enfin du moins selon moi, de remplacer ces idées reçues par une vérité unique et absolue sur ce qu'est cette région, que le chercheur savant viendrait asséner, imposer d'en haut au lecteur profane. Le but, je crois ici, est d'apporter de la connaissance et de contribuer ainsi à dépassionner le débat public au sujet de cette région.
Lors d'une discussion, Jean-Paul, quand on parlait de ce livre, tu m'as dit de ce livre que ce n'est pas un livre qu'on lit. Alors, effectivement, on peut aller y piocher à notre guise, en fonction des besoins et des envies du moment. Mais en tout cas, pour un livre qui ne se lit pas, j'ai trouvé personnellement sa lecture très fluide et très agréable. C'est un livre que je trouve très accessible. Il n'y a pas de jargon théorique qui est un peu nébuleux. Vous avez un propos qui est clair, qui va droit au but. Et vous avez à peu près une dizaine de pages par idée reçue. Donc c'est quelque chose qui se lit vraiment facilement. Donc bon, en gros, achetez-le. Voilà, donc je vais conclure cette introduction, si on peut conclure une introduction, avec une question pour vous deux. Pourquoi ce livre, en fait? Pourquoi c'est important pour vous de faire ce livre? Voilà, vous avez la parole. Je t'en prie. Ah, t'es sympa, Jean-Paul. Hein. Merci, Joanne. Merci à vous d'être là, par ce vendredi très froid. Mais qui va être chaleureux, j'espère, même si on va aborder des sujets un peu douloureux. Merci, Joanne, vraiment, parce que tu as fait une opération de promotion dont, avec Jean-Paul, nous ne sommes aucunement capables. Et je me vient l'idée qu'on va te prendre en plus de toutes tes fonctions comme super. Promotrice. C'est bien. Parce que tu fais tout, donc on peut voilà. Donc on peut même arrêter, parce qu'elle a très bien vendu le livre. Alors, à la question que tu poses, eh bien, je suis un peu ennuyé parce que, comment dire, ce livre n'est pas né d'une idée que nous aurions eue longtemps durant, c'est-à-dire, on ne s'est pas dit il faudrait qu'on fasse quelque chose sur des idées reçues. Voilà. Il faut être honnête. L'idée sur des idées reçues est plutôt venue vers nous. Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas d'idée avec Jean-Paul. Enfin, lui, peut-être un peu plus que moi, mais enfin, bon, voilà, il nous faut nous suggérer des idées. En fait, non, c'est l'éditeur, pour être très honnête, qui est arrivé avec cette invitation à faire un livre sur les idées reçues. En revanche, je trouve que, enfin, je pense que Jean-Paul aussi, mais ça tombait à point nommé parce que c'était, comme tu l'as signalé, avec Jean-Paul, on a écrit pas mal d'heures passées ensemble. C'est très amusant, cette histoire, c'est une belle aventure intellectuelle et humaine. Et ce livre est arrivé, non pas comme un aboutissement, mais il était arrivé, c'était pas le premier jalon sur notre chemin, il y en avait eu d'autres. Il y avait eu Violence et politique au Moyen-Orient, en 2014, qu'on avait un peu mis en figure avec un atlas. Parce que je crois que c'est important aussi de compléter par des atlas. De même que sur la Palestine, on avait fait la dépossession du territoire, on avait fait un atlas des Palestiniens. Il y avait une invention tragique du Moyen-Orient, Israël contre Israël. Bon, bref. Donc, ce livre, cette commande est arrivée à point nommé parce que voilà, c'était un énième jalon sur un cheminement amical et intellectuel. Et du coup, je crois qu'on avait suffisamment marché pour pouvoir arriver à répondre à la question, enfin à la demande de ces idées reçues, en sachant que c'est pas évident de trouver des idées reçues. Non, parce que oui, on a des idées reçues, plus ou moins, mais d'en trouver 16, c'est pas évident. Et en sachant, mais tu l'as très justement dit, c'est pour ça, tu as bien défendu le livre, qu'il n'y a aucune idée reçue qui ne peut pas être un peu reçue dans ce qu'on aborde. Voilà. C'est-à-dire que on n'a jamais pris une idée reçue extrêmement caricaturale. Il y a même des idées reçues qu'on prend, on pourrait même renverser la proposition. Voilà. Du style, on aurait pu prendre le Moyen-Orient, je ne sais pas, le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient. L'idée reçue, c'est plutôt le pétrole est une malédiction pour le Moyen-Orient. On aurait pu la prendre ainsi. De fait, il y a aussi quelques atouts quand même pour le Moyen-Orient. Voilà. Donc on aurait pu prendre les choses aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc les titres pourraient être rediscutés, les orientations pourraient être rediscutées. Mais enfin, en tout cas, moi je trouve qu'on s'est amusé à faire cet ouvrage parce que ça nous a obligés à essorer, à cristalliser autour justement d'idées reçues. Je me tourne vers toi, mais... Non, je crois qu'effectivement, c'est pas du tout l'idée de
de dire, voilà, toutes ces idées sont fausses, et voici les bonnes versions, ce qui serait assez ridicule, évidemment. Et donc, ce n'est pas notre démarche, donc je ne vais pas rajouter grand-chose là-dessus, je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit. Et en fait, c'est aussi une façon d'aborder des questions qui sont récurrentes. Si je prends la première, je crois, dans l'ordre chronologique de tout ce qui a été dit, je crois que c'est sur l'Empire ottoman, la première. L'Empire ottoman a permis la coexistence de communautés très différentes. Et je crois que c'est une idée reçue ou pas, d'ailleurs. C'est peut-être pas très important qu'elle le soit ou non, mais le thème est tout à fait essentiel, parce que si je prends la question de l'Empire ottoman, j'arrive directement sur un débat possible, quoi. Et en fait, quand on travaille sur ces régions, depuis longtemps, on est obligé, même si on n'est pas du tout spécialiste de l'Empire ottoman, est obligé d'aller sur l'Empire ottoman. Et dès qu'on y entre un peu dans l'espace de l'Empire ottoman, c'est très passionnant, parce que c'est complexe, c'est extrêmement riche, enfin... Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le Moyen-Orient contemporain si on n'a pas quelques idées sur ce qu'était l'Empire ottoman. Et sur la rupture qu'a provoqué, évidemment, l'effondrement de l'Empire ottoman. Et d'une manière générale, je pense qu'au fond, on est encore aujourd'hui dans les... C'est un peu ma marotte de dire ça, mais on est encore dans la fin de l'Empire ottoman, au sens où les systèmes politiques qui ont été mis en place, en tout cas dans une grande partie du Moyen-Orient, eh bien, n'ont jamais trouvé véritablement leur équilibre politique. La notion d'État, aujourd'hui, est toujours aussi fragile et contestée, au point qu'on parle maintenant d'État failli. Enfin, c'est un vocabulaire très contemporain, mais on pourrait le prendre à d'autres époques et se demander pourquoi, à telle époque, l'Irak, par exemple, tenait sous la férule d'un régime autoritaire. Donc, on revient à l'Empire ottoman et à cette espèce de mystère qui est, au fond, l'organisation de sociétés qui sont extraordinairement diverses, extrêmement hétérogène, riche de beaucoup de potentialités et aussi de drames, parce que l'Empire ottoman, si on prend simplement, car je crois qu'il faut, quand on parle de l'Empire ottoman, choisir la séquence dont on parle, parce que ça n'a pas de sens de parler de l'Empire ottoman qui a duré 6 siècles, il faut prendre une période, et quand on parle de ça, on se situe principalement dans la dernière phase, c'est-à-dire, disons, la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e. Et là, on voit bien que c'est aussi jalonné de drames, de contradictions profondes, enfin, et ça se termine par un espèce de basculement dans un État-nation, alors même qu'on est encore dans la période de l'Empire ottoman avec le génocide des Arméniens. Génocide des Arméniens, alors que quelques décennies plus tôt, il y a eu effectivement des pogroms des Arméniens. Donc c'est passionnant de réfléchir à ça, parce que c'est au fond une réflexion très actuelle, quoi. Comment faire vivre ensemble, quoi. C'est ça l'idée. Comment faire vivre ensemble des populations si différentes. Et on n'y arrive toujours pas aujourd'hui. Israël-Palestine, ou l'Irak, enfin tous les thèmes, ou les Kurdes, enfin dont on parlait, on avait Amit Bozarslan il y a quelques jours ici, on discutait avec lui sur les Kurdes. Bah, ils viennent d'où? Bah, de cette région et de cet empire ottoman. Donc voilà un exemple que je trouve très passionnant. Comment faire en sorte que ces populations vivent ensemble alors qu'elles sont si différentes, qu'elles ont des identités, des histoires et des mémoires si profondément différentes. Moi, c'est ça qui me frappe. On était avec Pierre, il n'y a pas si longtemps, au cœur de la montagne maronite. Et moi, j'étais, quand je dis au cœur, c'est-à-dire au cœur du lieu où se trouvent les dirigeants maronites historiquement. Dans le village de Bekfaya, avec les responsables, avec le président Gemayel, enfin l'ex-président Gemayel, et c'était assez fascinant d'être accueilli comme ça au cœur du cœur, dans cette montagne refuge, y compris sur le plan physique, quoi. On a le sentiment tout d'un coup d'entrer dans un monde qui est dans cet espace géographique difficile d'accès, hein, et on comprend beaucoup de choses, et on se demande effectivement comment, par exemple, au Liban, on va pouvoir vivre autrement que dans ces espaces refuges, quoi. Et c'était une expérience, hein, pour moi, mais je pense que pour Pierre aussi, je ne vais pas parler à ta place, évidemment, mais on était très marqués, au-delà du débat sur cet endroit où, entouré de magnifiques pierres de la région, dans un magnifique espace, on avait le sentiment que voilà, nous étions dans l'Empire ottoman aussi quelque part, où ils s'étaient réfugiés dans cet espace. Je m'arrête là parce qu'on pourrait continuer longtemps, mais il y avait une forme d'émotion, et je crois beaucoup que pour comprendre ces questions-là, et au-delà de l'Empire ottoman et avec l'Empire ottoman, je crois que l'émotion est importante. Moi, je suis tout à fait opposé à l'idée d'une rationalité. C'est pour ça que quand tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de
comment dirais-je, de discours théoriques où je crois que quelquefois il faut les écarter et en venir à des fondamentaux. Et les fondamentaux, pour moi, c'est bien souvent les émotions, quoi. Et aujourd'hui, c'est la même chose, quoi. On est dans les émotions et quand on discute avec ces maronites, il n'y avait pas que des maronites, mais c'était organisé par les maronites, on sentait bien la dimension émotionnelle, mémorielle, car sans arrêt les choses revenaient. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante, c'est qu'ils avaient organisé une rencontre, ils sont allés au dernier moment, c'est des libéraux, certains d'entre eux, pas tous, mais ils avaient au dernier moment, c'est-à-dire une semaine avant, ils s'étaient aperçus, et on n'a pas mis de musulmans. Il n'y avait pas de musulmans dans les intervenants. Et c'était extraordinaire. Et ils avaient dit ça de manière très naturelle. Et finalement, ils ont trouvé un chercheur qui était un spécialiste des questions électorales, qui était chiite en l'occurrence, et qui est venu... mais c'était extraordinaire. Cette espèce de... Enfin, très naturel. Ils étaient très ouverts, mais ils avaient oublié, ils étaient finalement entre maronites. Mais justement, c'est intéressant parce qu'on peut faire un pont avec une autre idée reçue. Le Liban est un modèle de coexistence. Oui, alors c'est un, voilà, là aussi on aurait pu prendre on aurait pu la formuler en disant autrement le Liban est un enfer sur terre. Non, enfin j'exagère à peine, mais c'est-à-dire que si aujourd'hui quand on regarde le Liban ce qu'il est, sans parler d'enfer sur terre parce qu'il y a des vies qui sont extraordinaires là-bas encore aujourd'hui et beaucoup. Voilà, il n'empêche que oui, la question, on l'a prise sous le couvert. Oui, c'est un modèle de coexistence, hein, c'est ça? Oui, c'était ça. C'était ça. Alors, évidemment, peut-être que ce n'est pas le lieu ici de refaire l'histoire du Liban, mais on a pris le Liban parce que c'est un condensé peut-être des problématiques, c'est un prisme assez puissant de toutes ces contradictions sur quelques 10 450 km² quand même. On est sur un très petit territoire. Je ne veux pas insulter nos amis libanais. Territoire, je pense que c'est à l'échelle mondiale, c'est la plus grande diversité rapportée au mètre carré, si je peux dire les choses ainsi. Donc c'est avant tout une richesse. Il faut d'abord dire ça, que c'est une richesse. Et que la diversité en soi, elle n'est pas forcément annonciatrice de catastrophes. Il y a d'autres régions du monde, il faut le dire, où il y a de la diversité, mais on n'a pas la même intensité conflictuelle. Voilà. Donc il y a parce que là aussi, ça pourrait être une idée reçue au-delà du Liban. Voilà, c'est parce qu'il y a de la diversité qu'il y a conflit. De même qu'il y a une autre idée reçue, je ne vais pas m'échapper sur le Liban, hein, mais qui traverse un peu sur le Moyen-Orient, on va vous dire, bah, c'est parce qu'il y a une diversité religieuse qu'il y a conflit. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et le Liban, il y a une diversité religieuse et humaine très forte. Je ne suis pas persuadé que... Enfin, les raisons, elles sont parfois plus profanes. Et évidemment, oui, la réalité est que ce petit pays qui a gagné en surface en 1900... Tu as parlé de 1900, enfin, la chute de l'Empire ottoman. 1919, on passe à 10 450 km². On élargit cette montagne où on avait été affamé en 1915. Mais on passe de 3 communautés à 17 communautés. Donc on gagne en potentiel foncier et on gagne aussi en difficulté. Ce n'est pas forcément un problème. En difficulté à devoir gérer une telle diversité. Et la suite, alors en plus, d'emblée, le Liban a été disputé par 2 représentations de ce pays, les uns qui voulaient l'adosser à la Grande Syrie et les autres qui voulaient en faire un pays tourné vers la France, qui donnera cette formule très, très forte de Georges Nakache, 2 négations ne font pas une nation. Voilà, donc d'emblée, cette diversité, oui, ces 2 représentations sont une difficulté. Et par la suite, vous le savez, je préfère peut-être la longue série des tragédies, mais premier conflit en 1958, ensuite 1975-1990, ensuite les occupations par Israël et la Syrie pendant la guerre qui se prolonge jusqu'en 2000 pour l'Israël, 2005 pour la Syrie. Une guerre de nouveau, enfin une mini-guerre en mai 2008 entre les milices chiites et le courant du futur. Bref,
il y a une longue litanie de tragédies qui effectivement renversent la chose. Mais il faut regarder un petit peu avec plus de recul. Il y a plusieurs entrées pour expliquer cela et on retrouve ça à peu près partout, dans d'autres régions, l'Irak en particulier. Il y a des raisons, d'ingérence d'abord, d'ingérence permanente dans ce pays comme ailleurs. Ce fut d'emblée oui, une forme d'ingérence française. Et puis après, on le sait très bien, en 1958, il y a quand même cette mini-guerre en 1958 se fait sur fond de nasserisme révolutionnaire, l'extension de la République arabe unie, donc qui plaît à certains arabistes au Liban quand ça déplaît à ceux qui étaient plutôt les héritiers d'une vision francophile, mais qui se retrouvent chez Kamin Chamoun. Donc on retrouve cette ingérence. 1975-1990, on est en plein dans les ingérences. L'arrivée des Palestiniens, évidemment, après Septembre Noir en particulier, qui vient repolariser le pays, et bien sûr derrière les occupations par la Syrie et Israël, qui vont alors là être des fossoyeurs de l'idée de nation libanaise. Les Syriens ont été d'une ingénierie puissante à diviser pour régner. Enfin, ils ont soutenu tout le monde contre tout le monde et vice-versa. Israël a été plus tenace dans ses soutiens, mais ça a beaucoup contribué à comment dirais-je, à polariser les communautés aussi. Voilà. Et on n'en finit pas. Et 2008, c'est encore la rivalité, là, pour le coup, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc les ingérences sont permanentes. Mais les ingérences qu'on va retrouver dans d'autres pays, elles ne sont pas suffisantes. Il y a une autre dimension qui est très forte. C'est la dimension économique et sociale qu'on va retrouver dans d'autres pays. Et c'est pour ça que le Liban, c'est peut-être porté avec plus d'acuité. Le Liban, voilà, on ne peut pas faire émerger, une citoyenneté par-delà la communauté dans des conditions économiques et sociales si déséquilibrées. Et je crois que là, alors moi je ne fais pas de l'économie le tout de l'explication, mais il ne faut jamais déserter l'économie. Voilà. Et c'est vrai que le Liban, depuis qu'il est indépendant et même avant, voilà, se traîne des difficultés sociales et territoriales qui se croisent et qui ne facilitent pas le vivre ensemble. Si je prends quelques secondes, 58, j'ai parlé de l'ingérence, enfin de la mini-guerre en 58 entre Chamoun et puis les Nassériens, mais tout ça se faisait sur fond déjà de disparités sociales et territoriales, les deux se croisant, en particulier la pauvreté dans la Bekaa, très forte au sud Liban, qui croisait en plus déjà une prééminence communautaire dans cette région, plutôt chiite, les chiites vivant, pour l'essentiel des paysans, qui vivaient sous l'autorité de grandes familles chiites. Voilà. Bon, bref, donc il y avait une pauvreté sociale qui se croisait avec une pauvreté territoriale, et Fouad Chehab, qui a été, je pense, un grand président libanais, a pris la mesure de ça. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas y avoir de vivre ensemble s'il y avait des marginalisations économiques et territoriales. Le pacte national ne fonctionne jamais. L'égalité des conditions dont parle Tocqueville, ce n'est pas qu'en Amérique, c'est là aussi. Or là, c'est un parangon d'inégalité sociale et territoriale qui en plus se colore de communautarisme, parce que la communauté est un repli, à tel point que malheureusement la mission IRFED que Chehab mandate ne débouchera pas parce que Chehab va se heurter aux zaïms, aux chefs communautaires. Et donc les politiques publiques qu'il voulait lancer de rattrapage territorial et social n'ont pas fonctionné. Et donc ça a contribué à la marginalisation d'une partie de la population, le mouvement des déshérités, fin des années 60,
qui va donner plus tard, qui va justement se teinter communautairement de façon à faire avec les chiites. C'est Amal, puis Amal islamique, puis le Hezbollah. Voilà. Donc, l'économie et le social, voilà, c'est une dimension, évidemment, qu'il faut prendre en considération. Ça catalyse le repli communautaire. Et on pourrait continuer derrière la guerre civile, je ne parle même pas de la guerre civile, mais après la guerre civile, le choix de modèle de croissance économique voulu par Hariri, un modèle, on va dire, rentier ou d'économie de... c'est pas économie de marché, économie marchande, qui favorise certains secteurs plutôt urbains, le commerce, le tourisme, les assurances, les banques, au détriment de secteurs productifs qui sont plutôt des secteurs ruraux ou de villes moyennes, l'industrie, l'agriculture. Voilà, donc ça a contribué, ces choix de modèle de croissance, ça a contribué à polariser la société libanaise encore. Et voilà, donc c'est une dimension, la dimension économique sociale, qui est très propre, qui est très vraie au Liban, comme les ingérences dont j'ai parlé, mais qu'on retrouve partout. Et puis un dernier point, parce que il faut que ça tourne, on va aborder d'autres idées. Il y a une troisième dimension, et Jean-Paul y a fait plus qu'allusion, et qu'on retrouve ailleurs qu'au Liban, au-delà de la dimension géopolitique des ingérences, de la dimension économique et sociale, il y a la dimension politique, la difficulté à faire émerger un État pour tous, un État des citoyens. Là, le Liban, de ce point de vue, a pris une voie assez singulière qu'on appelle le consociativisme, qui pouvait se comprendre parce qu'il permettait évidemment de ne pas avoir de prééminence communautaire. Bon, ça permettait de protéger finalement les communautés. Ce choix a été fait. Il n'a aucunement empêché quelques prééminences communautaires à différents moments. Hein. Il y a eu une phase où quand même il y a eu une prééminence maronito-sunnite. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a une prééminence chiite. Quand on a un bras armé avec le Hezbollah, je veux dire, ils ont une prééminence sur le pays. C'est à la peur des armes. Il y a quand même un Liban qui vit sous la peur des armes du Hezbollah. Je sais que ce n'est pas toujours très bien perçu ce que je dis, mais bon, on est passé d'une prééminence à une autre, et ce n'est pas un équilibre politique, c'est surtout pas un État des citoyens. Et j'ajoute à cela, dans ce consociativisme, ce n'est pas des communautés qui gouvernent, ce sont des chefs de clan qui sont des rentiers de quelques communautés que ce soit, qui distribuent des prébendes, et d'où la grande corruption que vous connaissez au Liban. Voilà. Et enfin, je termine sur le politique. Mais justement, parce que là, le consociativisme, peut-être que tu pourrais dire en 2 mots ce que c'est. Oui, pardon. Alors moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai mon ami Jean-Paul qui va... Comment ça se traduit dans l'organisation institutionnelle? Oui. Ben, il y a d'emblée, déjà sous le mandat français, il y avait une sorte de représentation des communautés dans un conseil des ministres. Donc, ça se traduit dans les institutions par la dévolution à différentes communautés de certaines fonctions politiques importantes, hein, et en particulier, donc, c'est pour ça que je parlais de prééminence historique dans le premier moment. Le président est maronite, comme vous le savez sans doute. Le Premier ministre ou le président du Conseil des ministres, il a rang de président, est sunnite, et le président de l'Assemblée nationale est chiite. Voilà. Et après, ça c'est le consociativisme institutionnel ou de ministériel, si vous voulez, ou de l'exécutif. Alors après, il y a le législatif, il y a... alors là, depuis Taïf, depuis 89, il y a eu redistribution, rééquilibrage entre chrétiens et musulmans. Donc il y a, je ne sais plus, c'est sur 120, 124, enfin c'est moitié-moitié, moitié chrétien, moitié musulman, j'ai plus le chemin. Et puis après, dans l'administration, dans le recrutement des fonctionnaires, il y a des quotas par communauté. Voilà. Mais au-delà des communautés, ce sont des chefs de clan, hein, des zaïms, hein, qui font la pluie et le beau temps. Et je disais, dans le politique, un troisième problème, c'est l'organisation du processus de décision. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements programmatiques. On a des coalitions
avec un droit, depuis Taïf, un droit de veto pour, si vous avez un tiers des ministres, vous avez un droit de veto. Ce qui fait que c'est des gouvernements qui ne prennent pas de décision. Donc il y a un déficit politique, il y a un immobilisme politique, et voilà. Donc, et du même coup, il n'y a pas de politique publique. Moi, j'avais coutume de dire, c'est un peu excessif, au Liban, la politique est partout, mais les politiques publiques sont nulle part. Bon, c'est excessif. C'est simplement que la politique est partout dans le sens où on en fait tout le temps. On parle de l'ingérence des uns des autres, des alignements sur les uns sur les autres, mais les politiques publiques sont très absentes. Jean-Paul, tu voulais ajouter quelque chose sur le Liban? Pas sur le Liban, mais sur les thèmes, oui, je crois que... Parce que moi, du coup, je voulais peut-être lancer quelque chose une question pour toi. Il y a 2 idées reçues sur lesquelles vous travaillez qui touchent à la démocratie. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de la démocratie au Moyen-Orient en 2 mots? Moi, je crois qu'en 2 mots... Allez voir le bouquin. Non, mais justement, je crois qu'on est prisonnier de nos concepts. Quand on parle d'État, implicitement, on a une certaine conception de l'État qui renvoie sans doute à ce qu'on a connu en Europe et en France, c'est-à-dire un État qui s'occupe de sa société ou qui a une relation dialectique avec sa société. Quand on parle de nation, on est dans un registre implicite où on a une définition de la nation, même si on ne l'élabore pas, qui est la notion de nation comme communauté de citoyens. Et puis, donc, à partir de là, on projette un peu ces idées reçues qui sont les nôtres sur un monde qui est, à mon avis, complètement différent. Et la notion d'État au Moyen-Orient n'a rien à voir avec ce que je viens d'évoquer. La notion de nation n'a rien à voir. C'est pas une communauté de citoyens. Vouloir dire qu'il faut que les nations au Moyen-Orient deviennent des communautés de citoyens, c'est à mon avis, un contresens. Et donc, il faut trouver d'autres concepts. Et dans la littérature, pendant des années, j'étais très frappé de voir à quel point les chercheurs, de manière générale, ne voulaient pas prendre certains thèmes. Je pense à Hamid, parce que Hamid a fait un papier là-dessus qui était intéressant. Au fond, on ne voulait pas toucher à la notion d'identité. L'identité, ça nous renvoie à une forme d'essentialisme qu'on récuse systématiquement. À tort ou à raison, c'est un autre débat. Et on va y mettre des facteurs qui sont plus, comment dirais-je, nobles dans notre imaginaire de chercheurs, et on revient à des questions qui sont toujours économiques et sociales, qui ont évidemment leur place, comme l'a dit Pierre. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'essayer d'imaginer que l'identité a une autre, doit être appréhendée comme telle. C'est ça que je veux dire. Et donc prendre la démocratie, c'est arriver avec une question qui est obsédante. Est-ce que c'est vraiment un système pour tout le monde? C'est pas vrai. Moi, je crois que non. Et je lisais encore des choses pas plus tard qu'hier sur les valeurs universelles. Les valeurs universelles sont occidentales. Mais on n'arrive pas à se poser la question, justement, de dire, après tout, ces valeurs, elles sont critiquées. Pourquoi? Voilà. Et c'est terrible, parce que ça nous paraît tellement naturel de dire qu'elles sont universelles, alors qu'elles ne le sont pas forcément. La démocratie, je ne crois pas que ça soit un système universel. Alors, c'est provocateur, ce que je dis. Mais donc, voilà. Et donc, si je renverse, après avoir dit ça, tout ça en 2 minutes, mais c'est un débat. Moi, j'ai aucune comment dirais-je, aucun privilège pour dire ça. Enfin, je suis presque illégitime pour dire ça, mais prenons l'inverse. Et moi, il y a un thème, alors c'est pas pour jouer les érudits, je ne suis pas un érudit, mais prendre le concept chaldonien d'Asabiya. Asabiya, ça veut dire, solidarité, esprit de clan. Et ce sont des groupes qui se constituent, dans un premier temps, par des filiations de sang, mais un peu plus larges que ça, qui peuvent être aussi par le combat politique existentiel, le plus souvent qu'ils ont mené. Et ça crée des groupes comme ça, qui prennent le pouvoir. Et d'une certaine manière, je trouve que, par exemple, si on prend les pays du Golfe, dont on ne parle pas beaucoup dans notre bouquin, ces Sasabiya, elles ont réussi à s'habiller des oripeaux contemporains des schémas politiques. C'est-à-dire qu'on va parler du Qatar comme État, de l'Arabie, à juste titre, ce sont devenus des États. Mais c'est au départ des Sasabiya, qui sont là depuis des siècles, pour les différents Émirats, etc. Ils sont transformés en États contemporains. C'est très intéressant, mais c'est des Sasabiya. Et ils fonctionnent en tant que tels. C'est ça que je veux dire. Voilà.
et pas du tout sur des schémas démocratiques, c'est pas leur truc. On a fait un papier sur les femmes, bien sûr. Il n'y a pas une femme dans les Assabiya qui ont leur place, ni au Qatar, ni en Arabie Saoudite. Enfin, vous connaissez tout ça, je veux dire. Comment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je viens de le définir. Non, Assabiya. Martinez Gabriel Gros sur Ibn Khaldoun, et vous trouverez un développement dans les prolegomènes des... Voilà, c'est ça. Et ça, Assabiya, on peut l'écrire en français, A-F-A-B-Y-A. Assabiya, avec le Saad. Assabiya, pour avoir quelques points de repère en arabe, Assabiya. Bon, cette idée, mais elle est d'ailleurs, on peut l'universaliser quelque part, une Assabiya. Mais bon, en tout cas, ces groupes-là, ils se fondent sur des allégeances, sur des systèmes claniques, et qui s'inscrivent dans le temps. Et au départ, sur des liens de sang. C'est pour ça que je dis, en parlant de ces Émirats, de ces pays du Golfe, vous retrouvez les mêmes familles quand même, les mêmes familles sur des siècles. Alors pour les Saouds, c'est aussi des siècles, même si l'empire, enfin la famille Saoud s'est réinstallée à Riyad qu'en 1902 et a créé l'État en 1932. Ça fait quand même déjà plus d'un siècle, mais il faudrait revenir au XVIIIe, quoi. Donc donc ces Assabiya, elles sont construites sur des clans, elles sont construites sur des communautés. Et des communautés qui sont religieuses pour certaines, mais aussi ethniques. Et on doit prendre ça en compte. Et par conséquent, parler de démocratie sans prendre en compte ces éléments forts d'Assabiya qui tiennent les pouvoirs et de communautés qui les croisent, je crois qu'on est à côté de la plaque. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis simplement que, voilà, moi ça me frappe beaucoup. Ce qui me frappe après tant d'années passées à crapahuter au Moyen-Orient, moi ce qui me frappe, c'est que ces rapports d'identité, et il faut se méfier de l'essentialisme évidemment, sont toujours présents, quoi. Sont toujours présents. On va à Souleymaniye, je dis on va parce que là on y a dit aussi, on va à Souleymaniye, on est au Kurdistan, quoi. On n'est pas en Irak, c'est très clair, même juridiquement, quoi. Nos visas étaient des visas donnés par le GRK, c'est-à-dire le gouvernement du Kurdistan, régional du Kurdistan. Et quand on est... ça c'est pour l'Irak, mais quand on est au Liban, c'est la même chose. Quand on est en Syrie, c'est aussi ça. C'est une Assabiya qui tient le pouvoir. Une Assabiya qui s'appuie sur une partie des Alaouites et qui tient d'une certaine manière les Alaouites en otage. Et pour le Liban, pour revenir une seconde au Liban, c'est des Assabiya, où qu'il y ait une Assabiya qui tienne un territoire, ce sont des Assabiya avec quoi 6 ou 7 Zaïm, pas plus. On en a rencontré, c'était d'ailleurs assez flagrant, on en a rencontré 2 le même jour quand on est allé. C'est intéressant de voir qu'on est entré dans un autre monde, quoi. Chez les Maronites d'un côté, puis on passe chez les Druzes et on est dans un autre monde, une autre représentation. Et ils étaient enferrés dans leur histoire et dans leur mémoire longue. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'avait changé entre leurs affrontements des années 80, et là on les a vus en 2022, 40 ans plus tard, ou 42 ans plus tard, et donc cette espèce de permanence, moi, me pose question, quoi. Me pose question, et j'ai l'impression que nos concepts de démocratie, d'État et de nation ne sont pas pertinents. Si on prend Israël, juste à l'instant, on est dans un schéma encore différent, bien sûr, mais si là, la question de la nation, mais la nation israélienne, forgée par le nationalisme sioniste, c'est un nationalisme ethnique et complètement exclusif, quoi. Exclusif, violemment exclusif, et qui est énoncé comme tel dans la loi de 2018, très clairement, où on dit la souveraineté n'appartient qu'au peuple juif. Il n'est pas question de faire un système démocratique au sens d'une communauté de citoyens. Ça tient pas la route, c'est pas vrai, c'est pas leur projet. Et une des raisons du caractère implacable de ce conflit israélo-palestinien, c'est bien ça, c'est qu'il y a un bloc qui s'est formé et qui n'entend pas s'ouvrir en quoi que ce soit à l'autre. Et c'est vrai d'autres communautés, pas simplement des juifs, évidemment. Et cette idée aussi qui m'interpelle, je ne sais pas du tout la régler, mais c'est que, au fond, une ouverture est dangereuse. L'idée on ne peut pas dire un citoyen, il faut oublier ce terme pendant un instant, mais d'une personne qui veut sortir de cet ensemble que je presque qualifierais de manière schématique de tribal, mais en tout cas, enlevant ce mot-là parce que c'est trop réducteur, mais bon, on appartient à quelque chose. On veut sortir de là, mais sortir de là, par exemple, si je reste en Israël, on veut sortir de cet enfermement juif
pour devenir israélien, c'est-à-dire à ce moment-là, comme notre ami Shlomo Sand, devenir israélien et pas juif, c'est-à-dire devenir citoyen, quoi. Eh bien, celui qui sort de ça, il est immédiatement suspect pour sa communauté. Quel est celui qui se permet de sortir? Et pour les autres, quel est celui qui vient vers nous? Mais c'est un traître, quoi. Et je dis ça en pensant à des gens très concrets, quoi. Par exemple, pour certains d'entre vous, vous l'avez connu, Ilan Halevi. Ilan Halevi, il sort de la communauté juive, pas israélienne, mais juive en termes de communauté. Il en sort en disant, mais moi, je pense qu'il faut aller vers la citoyenneté, s'ouvrir aux Palestiniens, et il va être un des conseillers d'Arafat pendant longtemps. Mais il a toujours été, en tout cas, c'est compliqué, mais au début, les Palestiniens le voyaient d'un œil un peu critique. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Bon, il s'est assez bien, comment dirais-je, intégré, est devenu l'ami de nos amis palestiniens, mais quand même. Et moi, je me souviens d'un député, alors on revient au Liban, mais un député libanais, notre ami là, qui est mort, là, je ne sais plus, qui disait... Samir Frangier. Hein? Samir Frangier. Samir Frangier qui disait, vous savez, la difficulté pour nous, c'est le nous. C'est-à-dire que on veut sortir de notre communauté, mais les autres nous rappellent ce que nous sommes en disant, vous, les Maronites, et on pourrait élargir en disant, vous, les Juifs, vous, les Palestiniens, vous, ça. Et cette idée-là, c'est très complexe à expliquer, mais c'est pas avec nos concepts qu'on va y arriver, c'est pas en parlant de démocratie ou de nation, d'État, c'est plus compliqué que ça, et je sais pas comment faire. On va écrire un bouquin pour essayer parce que quand on écrit un bouquin, comme dit souvent Pierre, c'est en écrivant qu'on commence à être moins stupide, quoi, et qu'on commence à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on a écrit pas mal de bouquins, et plus on écrit de bouquins, plus on montre, en tout cas pour moi, que je comprends rien à rien, quoi. Puisqu'à chaque fois, je me dis, je vais comprendre au prochain bouquin, quoi. Mais bon, et c'est vrai, je ne plaisante pas, c'est vrai, je pense qu'à chaque fois, en écrivant, et là, cette question, elle me fascine. Il y a un bouquin qu'on a ici, quelque part, qui s'appelle de Tueni, Lacouture et Gérard Khoury, qui était un historien libanais. Tueni est un intellectuel libanais, Jean Lacouture était un journaliste. Ils ont écrit un bouquin qui est sorti en 2002, il y a 20 ans précisément, et qui s'appelait, à chaque fois je le cite, mais Un siècle pour rien. C'est violent comme titre, Un siècle pour rien. Mais c'est vrai, on a l'impression que les fondamentaux sont toujours là. Dans une époque où on parle beaucoup d'une époque qui est en train de changer ces dernières années, où on revient à la question du retour à des vieux... à la guerre classique, retour, enfin, tout un débat là-dessus. Bon, je ne passe pas là-dessus. Mais donc, voilà. Donc, pour moi, c'est... Repensons... Donc, par rapport à ta question, je ne crois pas à la démocratie comme modèle exportable tel qu'il est. Il faut le repenser autrement. C'est de la blague. Et le consociat, je ne vais jamais le prononcer, ça. Associativisme. Merci. C'est une construction intellectuelle qui n'a aucun sens. Elle n'est que le cache-sexe, le camouflage d'une réalité communautarisée complexe qu'on essaie d'élaborer en lui mettant... Mais c'est impossible que ça fonctionne. Puisque c'est bourré, moi, si on devait donner un nom, je dirais plutôt un système de verrou. Voilà, on met en place un système de verrou. C'est une démocratie verrouillée, le consocianisme. Ça ne peut pas fonctionner, pas possible. Puisque précisément, il y a des blocages partout. Donc ça ne fonctionne pas, c'est une blague. Alors il y a des chercheurs qui ont fait fortune avec ça, avec ce terme, mais c'est une blague, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en Bosnie-Herzégovine, on a le même schéma en Bosnie-Herzégovine. En Belgique. C'est du consociativisme. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un roi qui fait semblant de conserver une Belgique, mais sinon, ça fiche tout. Donc vous voyez, il faut aller au bout des choses. Et donc tout ça, donc la démocratie, non. Et alors, si je dis ça, on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses qu'il y a un essentialisme moyen-oriental? Non, je ne parle pas du Moyen-Orient, mais globalement, je pense que ce n'est pas un système qui est exportable. Il faut se poser la question. Et c'est terrible, parce que ça pose des questions fondamentales. Je m'arrête, parce que sinon j'en ai pour... Mais ça pose des questions qui sont presque ontologiques. Est-ce que nos valeurs auxquelles nous tenons tant sont véritablement universelles? Si un Français dit ça, si je dis ça, mais on tombe dessus tout de suite. Moi, je me pose la question. Dès qu'on voyage, on est pris à contre-pied là-dessus. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais au Maroc, on a abordé la question ukrainienne. Je me suis retrouvé en difficulté, parce que comment, oui, mais vous les Occidentaux, alors on n'a pas parlé comme ça, mais vous les Occidentaux, vous arrivez à vos valeurs universelles, mais c'est 2 poids et 2 mesures. Parce que quand c'est vous qui faites ça, vous ne parlez pas de tout ça, n'est-ce pas? Alors la Russie a des bonnes raisons de le faire. Et alors du coup, on est déstabilisé. Donc il faut se poser de vraies questions. Voilà. Donc
repensons le Moyen-Orient. Dans le prochain bouquin, on va appeler ça Repenser le Moyen-Orient, ça sera un truc original. Mais à partir de ces notions-là qui sont difficiles pour nous, pour des raisons presque culturelles, quoi. Point. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir. Alors, je voulais combler un petit oubli que j'ai fait tout à l'heure sur le Liban et sur la région de façon générale. C'est vrai que quand on a une approche de politiste ou de géopolitologue, on est sur plutôt l'analyse des moments forts, des moments de violence. Mais il y a quand même une coexistence du quotidien aussi qu'on observe. Voilà, il y a aussi ce quotidien de rencontres. Voilà, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que sinon, si on a une vision que tragique du Moyen-Orient, on perd aussi de vue qu'il y a aussi des histoires, des rencontres qui se construisent, y compris dans des pays à feu et à sang. Mais c'est vrai que le géopolitologue, il parlera que des conflits, mais dans les universités, pour intervenir, je vois des étudiants de différentes communautés, et qui sont aussi, il y a des amitiés du quotidien. Voilà, donc il faut le dire, il faut aussi rendre justice. Et le deuxième élément, je voulais compléter avec ce que... Pardon, je t'ai coupé. Non, je voudrais simplement ajouter que si j'étais au pouvoir quelque part dans un de ces pays... Je sens que tu le souhaites. Hein. Oui, cette espèce d'obsession de puissance, je rendrais obligatoire le mariage mixte. Parce que c'est ça la vraie solution. Or, vous rigolez, mais le révélateur... C'est un révélateur de coexistence, le mariage mixte. Si vous prenez la Yougoslavie des années 1960-70, il y avait une augmentation des mariages mixtes. Et puis après, ça a été une... Bon, si vous prenez le Moyen-Orient, il y a eu un moment où il y a eu pas mal de mariages mixtes au Liban. Et c'est en régression. Donc, vive le mariage mixte. Alors, on n'a pas développé cette idée parce que je laisse Jean-Paul dire ça. La géopolitique ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce qu'a dit Jean-Paul, avec qui je suis d'accord. Alors, cette idée reçue, je crois, c'est la démocratie n'est pas possible au Moyen-Orient. Oui. Il ne faudrait pas non plus laisser penser que, avec toutes les réserves que dit Jean-Paul, qu'on ait à penser que l'autoritarisme est supporté, est supportable. Bien sûr. L'autoritarisme n'est pas supportable. Ça, il faut quand même le dire. Parce que qui sommes-nous pour dire que la démocratie n'est pas possible? Ça veut dire qu'en creux, l'autoritarisme, c'est pas ce que dit Jean-Paul. Hein. J'ai pas dit ça, je confirme. Non, mais enfin, je vois bien que tu veux instituer d'un décret des mariages mixtes. Je rêve d'un pouvoir que j'aurais. Non, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que je regardais un sondage. Les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais en 2019, sur les populations, il y a des sondages réguliers des opinions publiques arabes. 75% des sondés disaient qu'ils souhaitaient la démocratie. Alors, quels attributs on lui donne, ça c'est autre chose. Et surtout, il y a quand même des faits qui, sans parler de démocratie, mais il y a des faits qui indiquent depuis une dizaine d'années, ou un peu plus, un rejet fort quand même de cet autoritarisme prédateur, brutal. Voilà, on ne va pas refaire... Je veux dire, si on reprend puisque c'est le Moyen-Orient en 2009, la révolution, le mouvement vert en Iran, 2011, quand même, ce mouvement massif qu'on a appelé les printemps arabes, les révoltes, enfin peu importe, hein, il y avait quand même, un appétit de dignité, de liberté, un rejet de la corruption. Ça aussi, dans les enquêtes d'opinion, ça revient beaucoup. Alors, ça ne suffit pas à faire démocratie, mais il y a quand même clairement un rejet de ces systèmes népotiques, prédateurs, autoritaires, brutaux. On peut refaire les printemps arabes, mais et puis la braise quand même demeure, même s'ils ont été écrasés terriblement, ces mouvements, désamorcés dans certains pays, en Jordanie, écrasés en Syrie, au Yémen, désamorcés, quoi qu'on pense, par la rente pétrolière aussi dans des pays du Golfe, même si ce sont des systèmes différents que les républiques comme la Syrie, c'est d'autres histoires. Mais il n'empêche que les braises sont là. Et d'ailleurs, 2019, il y a eu un nouveau mouvement dans les pays qui n'avaient pas tellement bougé en 2011. Donc il y a quand même toujours cet appétit de dignité, de rejet de l'autoritarisme prédateur. Voilà, c'est le Soudan, alors le Liban, c'est un petit peu différent,
Je ne parlerai pas de prédation, oui. Polyarchie corrompue, oui. Autoritarisme, c'est un peu différent. C'est pas pareil, le Liban. Mais il y a l'Irak, même si, bon. Et puis, il y avait l'Algérie, mais ça, on est... Voilà. Donc, les braises sont là. C'est vrai que le bilan, pour l'instant, il est maigre. Le seul pays dans lequel on semblait faire rimer transition politique avec transition démocratique, c'est la Tunisie. Mais enfin, ce n'est pas notre livre, puisque c'est le Moyen-Orient. C'est un peu singulier comme pays. Ça renvoie à la question de la société civile qui a su tenir la transition démocratique. Voilà. Bon, pour l'instant, avec ce qui se passe maintenant en Tunisie, on peut déchanter un peu, mais les braises sont là. C'est en complément de ce que dit Jean-Paul. Hein. Voilà, c'est tout. Si je peux dire un mot pour éteindre les braises. Parce que quand on fait un bouquin, on n'est pas forcément d'accord. C'est ça qui est marrant et c'est très intéressant. C'est que je ne crois pas du tout que ces révoltes arabes aient été démocratiques. Alors c'est un scandale de dire ça pour beaucoup, mais j'assume. C'est-à-dire qu'on va les nommer révolution démocratique. Nous, dans un autre bouquin qu'on a appelé, parce que pendant qu'on y est, il faut faire un peu de pub, qui s'appelle Les rendez-vous manqués des peuples, qui est sorti au début de cette année. Dans Les rendez-vous manqués des peuples, on développe l'idée que ce n'est pas des révolutions démocratiques forcément, ça peut l'être, mais on appelle ça des révolutions citoyennes. C'est-à-dire que c'est des gens, comme vous et moi, qui sortent dans la rue par besoin, comme l'a dit Pierre, de dignité. Et en fait, si on prend l'exemple égyptien, par exemple, mais on pourrait prendre de différentes manières l'exemple tunisien, c'est que tous ces centaines de milliers de personnes qui envahissent l'espace public pour aller contre le régime autoritaire, pour exiger de la dignité, c'était ça le mot, le karama qui était le mot clé, pour autant... ils ne pensent pas le régime de l'avenir. Ils n'ont pas à leur disposition les outils. Ils ne sont pas structurés autour d'une formation politique ou deux formations politiques. Et c'est assez flou. Et chacun a le sien. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ont des divergences majeures entre eux. Majeures. Et certains sont très proches de mouvements islamistes. D'autres sont au contraire proches de mouvements plus, je dirais, plus démocratiques, parce que je ne pense pas que l'islam politique soit démocratique, etc. Et vraiment, je crois qu'il ne faut pas, comment dirais-je, assurer ou nommer un mouvement en fonction de nos espérances, quoi. Parce que dans le bouquin, toujours l'autre, le rendez-vous manqué, on prend un exemple de révolution qui a été soutenu par la gauche française, mais soutenu à la fois par les intellectuels, par la presse, qui était la révolution iranienne en 79. Relisez le Nouvel Obs de l'époque, c'est extraordinaire, qui soutenait la révolution, à juste titre, puisqu'il s'agissait de mettre à bas un régime autoritaire avec la SAVAK, la police politique, etc. Et vous aviez Jean-Paul Sartre, vous aviez un certain nombre d'autres grands intellectuels, Foucault, oui, on cite beaucoup Foucault dans le bouquin, qui disent, voilà, la révolution est en marche. La révolution, certes, mais en quoi fut-elle démocratique ? Ça a été un système autoritaire auquel, il faut le dire, des populations se sont ralliées et ont soutenu. C'est pas simplement... Alors, c'est devenu un régime autoritaire. Et si on prend l'Iran d'aujourd'hui, bien sûr que nous sommes... Enfin, moi, je suis complètement en faveur de ce mouvement, mais qu'est-ce qu'il représente vraiment pour l'ensemble de la société iranienne ? Je n'en sais rien. C'est des centaines de milliers de gens qui défilent, peut-être des millions, mais il y en a des dizaines de millions qui ne défilent pas. Et donc c'est compliqué, je ne sais pas, et qui sont peut-être très attachés à certaines valeurs qui ne sont pas les nôtres. J'en sais rien. Mais je ne veux pas nommer a priori ces révolutions comme étant démocratiques au sens où ça va donner une démocratie. J'y crois pas. Et parce que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on avait quelque part un ami du XVIIe siècle qui s'appelle La Boétie. Et La Boétie avait un bouquin qui est un petit bouquin de 50 pages ou 80 pages, mais qui est intéressant, qui est la servitude consentie, la servitude volontaire. Oui, mais je dis consentie exprès, parce que là, c'est effectivement une réflexion sur la servitude volontaire, mais c'est quelque part qu'à un moment donné, on est supposé y consentir pour de bonnes raisons, pour ceux qui l'acceptent. Et ce bouquin, qui est pourtant d'une certaine manière un hymne à la liberté,
Parce que justement, il faut aller au-delà et affirmer sa liberté. Il n'empêche que cette idée de servitude volontaire, on peut l'étirer au-delà de ce que peut dire la Boétie en disant mais il y a des gens finalement qui aiment bien cet autoritarisme. Et pour revenir à Tunisie d'un mot, moi c'est un pays que je connais bien pour le coup, j'y ai vécu et tout ça. Là, j'ai des amis qui sont, disons, dans la bourgeoisie éclairée à la bougie peut-être, en tout cas éclairée, je ne sais pas à quoi, et qui ont soutenu le coup d'État, quoi, et qui soutiennent l'autoritarisme du personnage. Et en ce moment, on bascule complètement dans un système autoritaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. On est dans une nouvelle dictature. Elle a encore des oripeaux pluralistes comme ça, mais fondamentalement, ça y est, on y est. On bascule là-dedans. Et il y a des gens qui le soutiennent quand même, et des gens qui sont très proches des idéologies démocratiques. Tout vaut mieux que le risque d'avoir des Ennahda ou les autres. Donc vous voyez, ce rapport à la démocratie, arrêtons peut-être de vouloir importer à la fois nos valeurs, pourquoi pas, mais aussi nos espérances. On voudrait bien que tout soit démocratique. Et dernier mot, c'est encore dans l'autre bouquin, là, on dit, dans les années 90, ça y est, on pensait que la démocratie s'installait partout. Eh ben non. C'est pas vrai. Regardez, alors maintenant on a inventé un concept d'ailleurs qui est complètement absurde quand on y réfléchit et qui fait l'impasse sur une définition de la démocratie qui est la notion de démocratie illibérale. Or, si on prend ça veut dire qu'on concevait simplement la démocratie comme un mécanisme institutionnel où le pluralisme était respecté, où il y avait des élections libres et disputées, où il y avait une libre alternance des majorités, etc. Et donc elle pouvait être illibérale. Mais si on prend la démocratie dans son contenu qui implique qu'elle est au cœur de la liberté dans toutes ses dimensions, on ne peut pas y avoir une démocratie libérale, c'est un oxymore. C'est un oxymore, la notion de démocratie libérale dont on nous rabat les oreilles. Ça veut dire que c'est un échec de la démocratie, qu'une remise en question. Donc vous voyez, donc tout ça, le monde est peut-être pas aussi sympathique qu'on le pense. Il faut prendre une note là-dessus, il faut prendre une note. Oui, Pierre. Non, mais regardons aussi quand même le besoin de dignité, de liberté qui est exprimé. Dignité, c'est une chose, la liberté est une autre chose. Je pense aussi qu'il y a quand même un rejet, cette brutalisation au quotidien. Bien sûr. Les gens, des gens en tout cas, il n'y a qu'à voir en Iran. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Iran, je me garderai bien de parler de l'Iran, mais enfin, quand même, il y a trop, c'est trop. Les limites sont inacceptables. Alors, je ne dis pas que ça suffit à faire une démocratie, j'en sais rien. D'abord, ce n'est pas à moi de la faire, la démocratie iranienne, mais il y a un vrai mouvement. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une intensité, je vois ça de très loin, de trop loin, dans une intensité inédite, en tout cas dans ce pays, en termes de mobilisation. Effectivement, alors là aussi, on retrouve peut-être, c'est jamais monolithique, j'ai l'impression que de ce qu'on sait, c'est surtout Téhéran, c'est quelques villes, c'est le Kurdistan, c'est le Baloutchistan. Quelles sont les communautés de vue, je ne sais pas, je ne peux pas en parler, mais il y a une véritable... on voit que c'est quand même fort, et en face, surtout, il y a l'utilisation de la force, je ne sais pas si c'est inédit, mais enfin, même en 2009, il y a eu moins de victimes. Là, on est dans une brutalité qui est à la mesure du mouvement, de revendication, d'une dignité, d'une forme de liberté, je pense aussi. Et puis, voilà. Donc, il ne faut pas... C'est pas parce que, par-delà, effectivement, je ne sais plus le titre, les questions sur la démocratie, ça ne veut pas dire qu'on doit oblitérer le fait que, je crois que dans ces sociétés, il y a une envie de dignité, voilà. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus, on ne va pas... On pourra poursuivre. On en fera un bouquin. Alors, merci beaucoup. Je vois que le temps file. Du coup, je me demande si la salle a peut-être des... je pense. Mais c'est bien. Moi, je vous avais dit, vous aviez vous modérez vous-même. Vous n'avez pas du tout non, moi, tu nous as modérés. Vous lancez, c'est parfait. Non, peut-être que la salle a des questions. On a un peu de temps devant nous. Oui. Il y avait 16 questions, il y avait 16 sujets. 16 sujets, on n'a pas du tout... On a vu deux. Ouais. Deux, alors bon. Oui, merci Jean-Paul. Et je suis content que tu aies utilisé le concept de Asabia pour expliquer les relations, surtout les pouvoirs politiques dans ce Moyen-Orient très compliqué. Et l'exemple de la Asabia dans la création de la monarchie saoudienne est un exemple
parfait. Alors ma question maintenant, peut-on parler de démocratie dans ces pays quand avant il faut parler d'État-nation, ou au moins un État. Est-ce qu'il y a un État au sens français du terme quand on parle de la Syrie, de Liban et de l'Irak? Et là, je pense à un livre de Fabrice Balanche qui est sorti aux presses universitaires de Rhin et Danube en 2022. De même, c'est un géographe que vous connaissez très bien. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes conceptions que lui, mais c'est ce conglomérat de tribus qui fabriquait cette coalescence de ces tribus était un peu le fruit de la Première Guerre mondiale. Et on ne peut pas parler d'État avant de parler de démocratie en Syrie, au Liban, en Irak. Et il faut d'abord un sentiment d'appartenance à un État, ce que je ne crois pas. Ce qui fait parler de la démocratie dans ces conglomérats de tribus, c'est un petit peu confondre gastronomie et anthropophagie. Moi, juste un mot, je pars, mais je crois que à chaque fois qu'on parle comme ça, il faudrait qu'on se mette d'accord sur des définitions. Et bien souvent, on les évacue, quoi. Et si on parle de nation, je crois qu'il y a deux conceptions très simples. La conception de communauté de citoyens et la nation ethnique. Et au Moyen-Orient, je ne crois pas du tout qu'on puisse penser en termes de communauté de citoyens, ce qui est le cas, évidemment, pour la France, par exemple. Et même en France, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est juste. Il est clair que nous sommes dans des nations ethniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Grande question. Je la laisse ouverte pour l'instant. Quant à la question de l'État, là aussi, je crois que c'est un terme qu'on utilise... c'est tellement polysémique comme terme qu'on ne fait pas attention. Et je crois que... Karl Marx, qui est un auteur intéressant, il avait une conception de l'État qui conduisait finalement à montrer que l'État était confisqué par des classes sociales qui avaient assuré leur pouvoir sur le plan économique et industriel. Mais c'était déjà dire que l'État était confisqué. Or, aujourd'hui, au Moyen-Orient ou dans bien d'autres endroits, il est confisqué autrement. Moi, je crois qu'il faudrait renverser la logique. On prend l'État, on prend la Hasabia, et l'appareil d'État est un instrument tenu par une Hasabia qui ensuite va organiser sa prédation et son rapport à l'économique. Mais en tout cas, c'est un État contre la société. Vous savez, il y a un livre très, très classique de Pierre Clastres qui s'appelle « La société contre l'État ». Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. Et la société contre l'État, c'est l'exemple des Indiens Guayakí en Amérique latine, Amérique centrale, où les tribus Guayakí donnent un pouvoir à condition que ce pouvoir ne soit pas vraiment exercé. Dès lors qu'il est trop exercé ou qu'il risque de l'être, c'est-à-dire d'être institutionnalisé, la société l'empêche et l'écarte. Et d'où l'idée, que je résume d'un mot, de société contre l'État. Il se trouve qu'il y a des États contre leur société. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve vraiment dans beaucoup d'États du monde, et pas simplement au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, c'est vraiment très caractéristique. Et ces États sont elles-mêmes, comment dirais-je, prises par des Hasabiyas dans la plupart des cas, contre la société. Et c'est pour ça que, si on lit ça comme ça, on comprend mieux les choses. Et donc, il n'est pas question de parler d'État-nation, puisque c'est des États qui sont en soi simplement des confiscations par des Hasabiyas. Et quant à la nation, il faudrait se poser la question de savoir à quel moment il y a eu des mouvements, non plus pas la nation, mais le mouvement nationaliste. Parce que c'est quand même un mouvement nationaliste et le nationalisme qui crée la nation. Où ça s'est passé au Moyen-Orient? Dans quelles conditions? On en parlait avec les Kurdes l'autre fois. Est-ce qu'il y a eu un mouvement national kurde? C'est compliqué à dire. Voilà. Bref, j'arrête parce qu'on pourrait... C'est des thèmes qui vont nous emmener au moins jusqu'à... Il est quelle heure? 2h moins 1, jusqu'à 2h moins le quart. puis je voudrais laisser la parole. Là, j'aurais pu faire un pont avec une idée reçue sur la question des deux États en Palestine, mais je ne vais pas y aller. Je vais pas y aller. Des deux États. Mais je ne vais pas y aller parce que j'ai envie qu'on parle un peu de ressources. On a parlé beaucoup d'États, de démocratie, de nation, et on ne parle jamais de ressources. De deux États? Où ça, deux États? Vous lirez le bouquin.
On y reviendra si on a du temps, mais j'aimerais qu'on vienne à un autre sujet qui est la question des ressources. Des ressources qui abondent, comme le pétrole, ou des ressources qui manquent, comme l'eau. Il y a deux idées reçues là-dessus. Les deux idées reçues, je vous les lis. C'est le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient et le Moyen-Orient est la reine des guerres de l'eau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ressources, Pierre, vu qu'on a la chance de t'avoir, et tu es ingénieur général des eaux, des ponts, des eaux et des forêts. Ingénieur général, il faut le Il y a que citer. des mots qui ne coïncident pas. Mais... oui, mais ce qui est en fait, voilà, au Moyen-Orient, moi j'aime bien prendre la métaphore suivante. Au Moyen-Orient, il faut prendre tous les problèmes pour arriver à comprendre pourquoi ces difficultés. Il y a la question des frontières, c'est les murs des maisons qu'on a construites après l'Empire ottoman. Il y a la question du toit politique, dont a très bien parlé Jean-Paul, c'est-à-dire l'État, comment il s'organise. C'est la clé d'ailleurs, c'est la clé. Et ce toit qui est vermoulu bien souvent, il fait qu'il y a des perturbations du ciel, c'est toutes les instrumentalisations religieuses. Et donc le toit ne protège pas des intempéries, ne protège pas des ingérences étrangères, parce que c'est vraiment une région avec une multi-ingérence. Et enfin, il y a ce sol des maisons et ce sous-sol. Et on l'oublie un peu. C'est vrai que c'est une dimension importante. Je pense qu'il faut prendre aussi le problème par le bas, sans en faire le tout de l'explication. Tous les problèmes du Moyen-Orient, il y a une idée reçue qui serait de dire oui, c'est un problème parce qu'il y a du pétrole. Il y en a... Non, finalement, il y a d'autres régions où il y a du pétrole, ça ne se passe pas comme ça. Bon. Bref, ce sous-sol et ce sol ne sont pas neutres. Par contre, au Moyen-Orient, c'est très singulier. Ce qui est très singulier, c'est le fait qu'il y a à la fois une rareté qu'on ne trouve nulle part ailleurs, la rareté des sols et de l'eau, enfin la terre et l'eau. Et ça, c'est une donnée vraiment très singulière. Il n'y a aucune région dans le monde où on trouve cela. C'est-à-dire une rareté des ressources en terre et en eau rapportée à la population. Donc on est dans des régions de stress hydrique et foncier. Et donc ça, c'est un élément à prendre en considération si on veut comprendre les dynamiques politiques, sociales et géopolitiques de cette région. En quelques mots, dans cette géopolitique de la rareté, d'abord cette région, ce qu'il y a de fascinant, c'est que quand même elle a su contourner historiquement cette rareté. Elle a donné le meilleur d'elle-même au travers de la gestion de cette rareté. Enfin, c'est un peu paradoxal dans le sens où, par exemple, les civilisations, on a parlé de civilisation de l'eau, voilà, c'est parce que les communautés humaines se sont organisées pour gérer cette ressource qui manquait. Je ne parle pas le farsi, mais civilisation, ça se dit abadan, et le ab, c'est l'eau qui civilise. Voilà. Donc, cette rareté de l'eau n'est pas neutre historiquement. Cette eau, dans les temps contemporains, la période contemporaine, a été un vecteur très utilisé par ces pouvoirs-là pour s'émanciper, c'est-à-dire pour produire de quoi se nourrir, parce qu'après des siècles de tutelle, eh bien, le dessein de ces pouvoirs-là nationalistes, c'était de se prémunir de toute utilisation alimentaire par les Américains en particulier. Donc l'eau a été un vecteur d'émancipation dans un contexte de rareté, mais on a tellement poussé sur la ressource que l'eau, aujourd'hui, devient un facteur de division, comme elle a été un facteur de civilisation. C'est-à-dire on est sur des bassins hydrographiques partagés qui font qu'aujourd'hui, il y a une conflictualité autour de l'eau. Il y a une idée reçue sur les guerres de l'eau. Je n'aime pas l'expression de guerre de l'eau, je tords le cou à cette idée. Il n'y a pas de guerre de l'eau, il y a des violences hydrauliques. Mais aujourd'hui, on est dans ce moment-là. Donc, tout cela, il faut le regarder quand on regarde le Moyen-Orient, et la Terre aussi en deux mots, hein. Mais c'est un prisme, moi, que je prends pour faire une histoire un peu globale, ça fait prétentieux, de la région et du monde, mais on ne prend jamais suffisamment la mesure dans les séquences politiques contemporaines, jusqu'au XXe, l'importance de la concentration de la terre dans des sociétés qui étaient rurales. Comment comprendre un certain nombre d'événements politiques au Liban si on s'abstrait de ça, si on s'abstrait de cette concentration foncière? Ça renvoie au Liban, les déshérités. La première
dépossession des Palestiniens, elle s'est faite par l'achat de terres par le Fonds national juif à des grands propriétaires absentéistes d'ailleurs. La prise du pouvoir par le Baas et les Nassériens, ou en Irak après 1958, il y a cet arrière-plan rural et foncier. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et l'autre aspect, parce que je ne voudrais pas abuser, je ne sais pas combien on a de temps, 2 minutes, c'est donc il y a une vraie... Combien on a ? On a 20 minutes. 20 minutes. Donc il y a une géopolitique de la rareté qu'il faut regarder. Je ne vais pas en dire davantage, il faut lire le livre. Parce que si on dit tout, Jean-Paul, on va faire des affaires. Nos droits d'auteur quand même. Et puis de l'autre côté, il y a la géopolitique de l'abondance. C'est ça qui est extraordinaire dans interrégion, c'est vraiment la combinaison des deux. Géopolitique de la rareté, géopolitique de l'abondance, c'est l'abondance, la richesse du sous-sol pour des raisons tectoniques. Hein, moi j'aime bien la géologie, j'aime bien la tectonique. Alors, c'est fascinant de voir que c'est parce que c'est la plaque arabe qui passe sous la plaque, la subduction, qui fait que le long du golfe arabo-persique, il y a autant de pétrole et de gaz. Voilà. Et cette tectonique, évidemment, elle est le produit de la tectonique politique. Alors, ce n'est pas forcément qu'une malédiction, parce que par rapport à d'autres régions du monde, le pétrole, je veux dire, il y a certains pays qui en ont mieux bénéficié que dans d'autres régions. Si vous comparez la situation des pays du Golfe au Venezuela ou au Nigeria, voilà, il y a quand même, c'était le terme, bénédiction. C'est-à-dire que sur le plan, que serait l'Arabie Saoudite, que serait le Qatar, que serait le Koweït, que serait le Bahreïn dans une moindre mesure. Et donc la Coupe du Monde. Et que serait la Coupe du Monde sans cela. Bon, donc il faut d'abord dire ça. Il faut d'abord, parce qu'on pense tout de suite aux guerres du pétrole. Mais voilà, que seraient ces États, où c'est... J'ose plus parler d'État devant mon ami politiste, mais que seraient ces pays sans cette ressource. C'est donc avant tout une bénédiction, entre guillemets. Et par ricochet, oui, quand même, dans toute la région, cette économie a diffusé. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire, je vais y venir. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Le pétrole a permis à des États d'être là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Et dans des positions où ils ont des situations pas de puissance, on ne peut pas parler de puissance pour le Qatar, mais enfin de rayonnement. Sans le gaz liquéfié depuis 1995 au Qatar, qu'est-ce que serait le Qatar ? Pardon, je ne veux pas être méprisant pour le Qatar. Et pour le foot, enfin, je n'ai pas encore regardé mon premier match, mais enfin, je vais y arriver. À partir de lundi, tu vas voir. À partir de mais voilà, voilà le gaz, c'est quand même une bénédiction pour le Qatar dans sa politique, son hard power militaire, bon, qui est limité, mais son soft power, Al Jazeera, les investissements du Qatar à l'international, dans le foot et ailleurs, voilà. Et l'Arabie Saoudite, c'est encore plus puissant. Voilà. Donc il y a tout ça. Ces États ont cette substance grâce à cela. Mais évidemment, il y a l'envers du décor, bien sûr. Alors là, c'est à grands traits, que vous connaissez. C'est d'une part, sur le plan économique, ça entretient des rentes dans ces pays, mais aussi à l'extérieur. Il y a des rentes qui sont déplacées dans tout le Moyen-Orient. Allez demander, par exemple, dans les pays du Proche-Orient, l'immobilier est à des valeurs très élevées. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces transferts de richesses qui viennent du pétrole, et donc les plus pauvres ne peuvent pas se loger, quoi. Donc ça pose d'énormes problèmes économiques et sociaux. Ça induit dans les pays du Golfe une dichotomie entre des travailleurs immigrés qui font le job et une partie des sociétés qui ont une vie plus ou moins oisive. C'est tout un problème. Et puis, bien sûr, la dimension corruption. Bon, je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Et enfin, bien sûr, la dimension la plus tragique, la guerre, enfin, la dimension géopolitique. Ce pétrole, c'est quand même pas une bénédiction pour tous. Je veux dire, le destin des Kurdes d'Irak, il a basculé en 1925, quand les Anglais ont mis Mossoul, qui devait être français,
dans cet État que les Anglais voulaient fort, parce qu'il y avait aussi du pétrole. Voilà, le destin des Kurdes a viré à ce moment-là à cause du pétrole. Et puis, si on continue l'histoire, il y a quand même un certain nombre de conflits qui sont directement ou indirectement liés au pétrole. C'est la guerre de 80-88 entre l'Iran et l'Irak, même s'il y a plusieurs mobiles. Mais la revendication de la saisie de la région du Khuzestan, peuplée d'Arabes en Iran, mais riche de son pétrole, voilà, c'était convoité par l'Irak. Donc la guerre de 80-88, elle a une forte odeur pétrolière. La guerre de 90, enfin du 2 août 1990, l'occupation du Koweït en une nuit, il y a cette dimension, évidemment aussi, après la guerre Iran-Irak, où l'Irak est exsangue, a besoin d'argent, et la saisie des gisements koweïtiens est une opportunité, évidemment, financière. Donc Saddam Hussein, dans sa démesure, voilà, ça le mène où ça, vous savez. Ensuite, 2003, c'est aussi, il y a des fortes odeurs pétrolières dans cette guerre. En tout cas, de ce qu'on sait maintenant, c'est que l'administration américaine, bon, bien sûr, il y avait une volonté de faire du democracy building, la démocratie par l'extérieur, cette idée naïve autant que dangereuse, mais il y avait aussi une vision économique. On était dans un moment où la croissance américaine battait un peu de l'aile, et le pétrole était dans un moment où le prix était assez élevé. Il fallait lâcher des marges de manœuvre, on le sait, et donc le fait de rouvrir les gisements en Irak, ça pouvait remettre du pétrole sur les marchés. Voilà donc une autre illustration de cette dimension belligène du pétrole. Voilà, donc c'est une géopolitique par le bas, la rareté et la pléthore, enfin l'abondance, qu'il faut regarder. Alors, encore une fois, le pétrole et le gaz, on est plus coutumier de ça, mais l'eau et la terre, il faut les regarder. Et je terminerai en disant quand même qu'on n'en parle pas, ou très peu, mais il y a maintenant, de l'autre côté, c'est le gaz en Méditerranée orientale, les gisements qu'on est en train de prospecter. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se dessiner comme géopolitique autour de cette abondance? Là aussi, ça peut donner des marges de manœuvre à certains pays qui en ont besoin. Je pense à l'Égypte. J'étais en Égypte, qui est quand même un pays sous perfusion. Le gaz peut être une bénédiction, à condition que la redistribution soit au rendez-vous. Et comme on est dans des états de droit et des états de citoyens, puisque j'ai tout à fait compris ce qu'a dit Jean-Paul, on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. On va aller vers une allocation optimale des ressources, pour parler comme un économiste. Voilà. Je parle de l'Égypte, mais je parle aussi... voilà, il y a le Liban, qui vient de signer un accord de s'engager un accord en octobre avec Israël sur le partage au large de la ville de Haïfa pour se partager des gisements. Bon, dans un État comme le Liban, qui est un État de droit et un État de ses citoyens, là aussi, on peut avoir quelques doutes, même si ça peut être très bénéfique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Donc, on peut être aussi inquiet, même s'il y a des opportunités qui peuvent aussi se dessiner. Merci voilà. Pierre. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou en ligne? D'ailleurs, vous pouvez, sur l'espace chat en ligne, vous pouvez poser vos questions. Oui, il y a 2 questions. Alors. Merci beaucoup. Je voulais juste demander à Pierre Blanc si on parle beaucoup de pétrole, mais il y a des perspectives pour la diminution de ces ressources, parce qu'actuellement on est dans la projection par rapport à l'avenir, mais il y a beaucoup, on entend souvent dire, enfin c'est idiot ce que je dis, mais on parle quand même du fait que ces réserves ne sont pas éternelles. On va peut-être prendre la deuxième question aussi, comme ça on va... C'est 3 questions, d'accord. C'est des toutes petites questions. Il y a un président libanais, Chehab, dont on parle très peu, je trouve. Et moi, je ne connais pas grand-chose à l'histoire du Liban, mais j'ai trouvé que c'était un type formidable. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Le plus entre guillemets démocratique du Liban. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la catastrophe de l'eau en Iran, elle est redressable ou pas? Et est-ce que c'est du je sais pas faire ou je vole tout? La raison, c'est quoi?
Dernière question. Pour en revenir à la question des Il faut bien parler dans États-nations, le micro là. n'est-ce pas? Ça me rappelle une question qui a été posée dans la revue américaine Foreign Policy il y a plusieurs années à plusieurs chercheurs. La Syrie et l'Irak existent-ils encore? Merci. La Alors, Syrie et je ne sais l'Irak pas qui veut existent. commencer. La Syrie et l'Irak existent-ils encore? Alors, je peux répondre sur les ressources. Alors, je vais commencer par Fouad Chehab, parce que j'en ai parlé. Je n'ai peut-être pas été explicite, mais j'ai parlé de Fouad Chehab. C'est le seul que j'ai cité, peut-être, parce que je crois qu'il a effectivement vu les choses. Il a vu les choses. Il a vu les pesanteurs du Liban, socio-économiques et territoriales, après 1958, après la mini-guerre. Et j'ai même lu les 3 volumes de la mission IRFED qu'il avait commandité. Et c'est remarquable, le diagnostic qui était fait du Liban par la mission IRFED qui était dirigée par le père Lebray. À l'époque, c'était économie et humanisme. Voilà. Bon, mais après, il a buté sur les Haïm. Bon, ça renvoie au Asabia. Donc, Fouad Chehab, oui, moi je partage votre avis. Attends, il faut prendre le micro. Alors, on va pas. Oui. Aucun Libanais ne m'a dit ça, et j'ai trouvé qu'il était méconnu de la part des Libanais. Il est assez méconnu peut-être. Alors, comme on n'a pas trop de temps, je vais, pardon, mais voilà. Il y a un livre qui a été écrit sur Fouad Chehab de Stéphane Malsagne, si ça vous intéresse. Après, il y avait la question de l'Iran, je vais y venir, et la question avant des ressources du pétrole. Alors, je ne suis pas à ce point spécialiste pour vous dire quelle est l'espérance de vie, entre guillemets, des gisements. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Bon, là, je pense que je ne m'engage pas beaucoup. Le pic pétrolier, je ne sais pas tout à fait le défi. Il y a plus spécialistes que moi pour le dire. Bon, j'ai quelques chiffres en tête. Mais il y a une question qui se pose par-delà la pérennité de ces gisements. C'est qu'on va vers un monde, supposément, enfin, on a plutôt intérêt d'aller vers un monde d'économie décarbonée, à bas carbone. Donc, avant de se poser la question de la pérennité des ressources, il faut peut-être se poser la question de la pérennité du modèle d'économie carbonée. Et de fait, et j'espère que ça sera le scénario, c'est-à-dire si on décarbone fortement l'économie, les pays rentiers qui ont bâti leur modèle là-dessus peuvent se poser des questions. D'où les politiques de diversification qui sont opérées dans ces pays. Ils ont pratiquement tous les pays du Golfe des plans Vision 2030. 2030, il n'y en a qu'un qui a 2040, je ne sais plus lequel. Et dans ces plans, il y a cette idée de diversification. Il y a quand même une prise de conscience. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais il y a une prise de conscience. Il y a même des politiques, des volets de verdissement, de verdissement entre guillemets. Mais la chance qu'ont les pays du Golfe, par rapport à tous les autres pays pétroliers, c'est que les coûts de production sont les plus faibles au monde. Donc quand bien même il y aura une décarbonation forte, ça sera peut-être les derniers à vendre. Voilà. Et alors après, par contre, je n'ai pas répondu jusqu'à quel terme, je n'en sais rien. Voilà. Et la dernière question, c'était sur l'Iran, je crois. Oui, oui, sur la crise environnementale qui fait l'eau, qui fait partie de toutes les problématiques de l'Iran. Moi, j'avais même eu un budget de recherche pour aller faire quelque chose en Iran, mais il m'a été fortement déconseillé d'aller travailler sur la question de l'eau parce que c'est une question très très politique. Parce que c'est une vraie question. Il y a des déclarations de leaders iraniens qui disent que c'est une question aussi stratégique, voire plus qu'Israël. Voilà, pour dire à quel niveau ils mettent la question de l'eau dans l'agenda. Mais c'est absolument pas une fatalité climatique. Je ne suis pas climato-sceptique, loin de là. Le changement climatique est à l'œuvre dans cette région. C'est une des régions les plus exposées au changement climatique. Mais il y a un mésusage de la ressource qui est le fait de choix politiques. Et il y a aussi le fait que, donc il y a des assèchements, il y a un lac qui a disparu, il y a des rivières qui s'assèchent, et ce mésusage, donc il est lié à des choix politiques.
sur lesquels je peux pas revenir, mais il y a aussi derrière, semble-t-il, et ça, toucher à ça, c'est, je pense, toucher au cœur du régime, il y a une grande corruption sur la construction des barrages, des retenues. De ce que je sais, c'est que voilà, des entreprises sont liées au gardien de la Révolution et qu'un certain nombre d'ouvrages ne se sont pas faits en tenant compte des canons scientifiques, on va dire les choses ainsi. Donc, la crise de l'eau en Iran, elle n'est pas qu'une fatalité du ciel. Et comme souvent dans la région, et je terminerai là-dessus, je m'intéresse au discours des dirigeants dans cette région. Ils tendent à naturaliser le problème, c'est-à-dire à en faire une fatalité de la nature, ou parfois à géopolitiser le problème, c'est-à-dire ça vient des autres. Ils retiennent l'eau dans leur... C'est le blabla. Mais en dernière instance, l'une des clés, c'est souvent le mésusage des ressources, eu égard à des choix politiques. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Je termine, je laisse Jean-Paul répondre. Oui, en 2 minutes, du coup, est-ce que la Syrie et l'Irak existent encore? En 30 secondes, je dirais. 2 secondes. Non, mais prenons l'Irak pour dire, prenons l'Irak parce que c'est peut-être plus facile, mais je dirais il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a un État qui est donc une Asabia, donc et on pourrait prendre depuis l'origine, c'est-à-dire comment la création de l'État d'Irak, c'est d'abord 2 vilayettes qui sont rassemblées, le vilayet de Bassora, majorité chiite, le vilayet de Bagdad, majorité sunnite, pointe à la ligne. En 1921, c'est comme ça. Et on rajoute un 3e vilayet, celui de Mossoul, en 1925, après l'arbitrage que la SDN a fait, puisque la Turquie revendiquait pour son territoire cette partie de la Mésopotamie, enfin de l'Irak. Voilà, donc d'emblée, on est déjà dans un assemblage qui est très particulier. Et on met un roi qui est un roi sunnite, qui s'inscrit dans la logique de l'Empire ottoman sunnite, et d'emblée, les chiites sont marginalisés. Il y a un code de la nationalité qui est mis en place dans ces années 21, 23, 25. Ce code de nationalité fait que les sunnis sont automatiquement intégrés à l'État irakien, pas les chiites, parce que les chiites sont considérés comme étant plutôt iraniens. Il y a tout un débat là-dessus. Donc voilà, et les Kurdes sont encore à une 3e catégorie. Et ces éléments qui remontent donc à un siècle, exactement un siècle, aujourd'hui, ils sont évidemment complètement transformés, et il ne faut surtout pas essentialiser les sunnites, les chiites, parce qu'il y a des divisions politiques et idéologiques énormes entre les uns et les autres, bien sûr. Chez les chiites, le Parti communiste, à un moment donné, était très implanté chez les chiites. Donc je ne suis pas en train d'essentialiser. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'Irak est complètement fracturé, comme il l'était, et à partir de 2003, le pouvoir est devenu chiite dans les conditions que l'on connaît. On a fait la chasse aux sunnites. Quant aux Kurdes, ils ont été, à partir de 1988, par exemple, ils ont été tout simplement exterminés. Il y a l'opération Anfal de 1988. Quand on était à Souleymaniye, par exemple, on a été voir l'exposition sur cette opération Anfal, et tous les enfants kurdes de la région vont voir cette exposition permanente, évidemment, où on montre comment le pouvoir de Saddam Hussein a fait en sorte de liquider des dizaines de milliers de gens, de Kurdes, quoi. Et ils ont une approche, à mon avis, qui doit être très pertinente, d'approche en disant que c'est un génocide, car si on prend la définition de génocide comme étant l'intention de tuer, d'annihiler tout ou partie d'un groupe ethnique ou racial, on est dans cette définition-là. Et c'est comme ça qu'ils le conçoivent là-bas, quoi. Donc, et aujourd'hui, quand vous êtes à Souleymaniye ou à Erbil, face à des étudiants, ce qui nous est arrivé aussi, les étudiants ne parlent pas arabe, quoi. Ils ne parlent pas arabe parce que la fracture s'est faite dans les années 90. Alors peut-être que maintenant ils s'y remettent un peu, encore je ne crois pas. Et donc il y a eu un référendum en 2017 au Kurdistan irakien demandant l'indépendance. Impossible pour des 1000 raisons géopolitiques et autres. Mais en tout cas, l'Irak aujourd'hui, c'est bien un appareil d'État sur un territoire extraordinairement fracturé par des identités multiples qui sont en plus, effectivement, on rajoutera, bouleversées par les ingérences considérables des uns et des autres, à commencer par l'Iran, bien entendu. Voilà, en 2 minutes presque. C'est bien. Pas mal. Bravo. Pas mal, bravo. Félicitations. Bravo. Moyen-Orient, idée reçue sur une région fracturée, édition Le Cavalier Bleu. Voilà, c'est Noël, achetez-le, 13 €. Merci beaucoup, Jean-Paul et Pierre. Merci.